Donc en fait, l'orientation qu'on a pris, donc moi-même je suis Thibaut Racalboum, anesthésiste à Bordeaux à temps partiel et pas mal en Outre-mer et dans des centres d'autres centres que Bordeaux, après avoir longtemps exercé à Paris. Et Pierre-Yves, je te laisse te présenter. Même on t'entend, je pense, qui porte. Je suis anesthésiste réanimateur essentiellement concerné par l'obstétrique au CHU de Liège en Belgique. Et nous sommes tous les deux membres du CARO, donc le club d'anesthésie réanimation en obstétrique, qui est la société savante qui s'intéresse plus particulièrement à l'anesthésie, l'analgésie et la réanimation obstétricale. Donc le parti pris, c'était de vous parler de la péridurale, de faire un rappel. Alors ce sera du coup un rappel assez rapide ou plus ou moins rapide, on vous laissera poser des questions au fur et à mesure. Hein. L'idée c'est de ne pas faire un cours magistral du tout. Sur la situation actuelle en termes de technique, de bonne administration de la péridurale, qui a quand même un petit peu évolué ces dernières années. Et on a dit une médaille sans revers, c'est qu'on va revoir un peu les idées reçues ou moins reçues sur les effets de la péridurale, notamment sur le travail. Donc ce sera la partie de Pierre-Yves. Est-ce que ça a un impact sur la durée du travail, sur le taux d'extraction, sur le taux de césarienne? Quelques points aussi sur la fièvre et sur les conséquences éventuelles néonatales. Il y a eu aussi un débat sur l'autisme dont tu parleras rapidement. Et dernier point, avec les taux de péridurale qui sont devenus très importants en France, on est quand même probablement le pays où il y a le plus d'analgésie périmédulaire dans le monde. Rappelez qu'il y a quand même des complications à cette technique, des imperfections, et on s'inspirera de l'enquête périnatale qui est parue il y a quelques mois pour faire un rappel sur les taux d'insatisfaction ou d'imperfection. Et puis parler un peu de l'importance du discours sur la péridurale, sur l'analgésie. Parce que comme vous le savez, dans ce contexte de violence obstétricale, on parlera du terme, hein, entre guillemets, la péridurale fait partie de ces actes de médicalisation qui sont parfois considérés comme de l'hypermédicalisation. Donc sur les fondamentaux, entre guillemets, bon ça c'est des rappels, mais ça vous connaissez du coup, le fait que c'est une douleur décrite comme, alors c'est ancien, hein, une douleur décrite comme parmi les plus intenses au cours d'une vie. La problématique pour la soulager, c'est que c'est une douleur qui est diffuse, c'est une douleur qui est évolutive dans le temps, hein, tout au long du travail bien entendu, et c'est des douleurs qui sont subjectives hein, d'une patiente à l'autre, à situation équivalente. Et souvent comparées, vous voyez à droite, à une amputation digitale pour le travail d'une primipare, même si c'est une étude un peu ancienne. Et puis on n'a pas forcément l'expérience d'une amputation du doigt, hein, donc, heureusement. Donc l'objectif, c'est d'avoir la zone distale du corps analgésiée et non pas anesthésiée. Et pour l'instant, la péridurale remplit ce cahier des charges d'avoir à la fois une efficacité, une sécurité en termes d'effets secondaires aussi bien pour la mère que pour le fœtus, et surtout par rapport à d'autres alternatives, parfois utilisées dans d'autres pays, d'être administrable et modulable tout au long du travail obstétrical. Donc elle remplit bien ce cahier des charges, ce qui explique son succès. Bon, en termes de technique, c'est classique. Là, c'est pareil. Sachant pas s'il y aurait plutôt des sages-femmes, des obstétriciens, on a un peu mixé et repris certaines bases. Bon, il n'y a pas de nouveauté dans la technique. La position, pareil, entre la position assise et la position décubitus latéral, il n'y a pas forcément de préférence, c'est plus des questions d'habitude. Ce qui est un peu plus récent, c'est des aides par l'échographie en cas de ponction prévisible difficile, notamment chez les patientes obèses. Le monitorage n'a pas changé, c'est minimum la pression artérielle, pas forcément le scope, pas forcément la SpO2, et le rythme cardiaque fœtal. Alors l'intérêt de mettre une saturation ou un scope pour certains, c'est d'avoir le rythme maternel qu'on n'a pas sur la pression artérielle. Le matériel, il y a plein de matériels différents. Après, c'est des questions d'habitude, de goût, de préférence, selon les anesthésistes et selon les centres. Pour les modes d'administration, donc là c'est plus un petit sondage, hein, c'est pas un QCM noté du tout, c'est pour avoir un peu les pratiques chez vous. Est-ce que ce sont des injections à la demande par la sage-femme? Vous pouvez lever la main, hein, ce sera plus simple, ou parler. Non, personne? Un débit continu sans PCEA, c'est juste une seringue électrique la plupart du temps où il n'y a pas de... Ok. Un débit continu avec un mode PCEA, ça peut être des seringues, ça peut être des pompes. Et des bolus intermittents, c'est le fameux mode dont on parlera pour ceux qui le connaissent. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, le mode PIEB. On sera l'occasion d'en parler. Donc ça se substitue au débit continu et avec toujours ce mode PCEA.
Est-ce que les modes, alors, notamment pour le débit continu sans PCEA, est-ce que les patients sont satisfaits, les équipes sont satisfaites? Attention, attention à ce que vous dites. Hein. Les convaincre. Donc c'est un peu historique, enfin chronologique. Hein. Les injections à la demande, alors là en l'occurrence par les sages-femmes, il y a des centres où ça se fait. Hein. Moi j'avais remplacé au Bluet il y a quelques années, et maintenant ils sont passés aux pompes. Si la sage-femme, quand on est dans un one-to-one, qu'elle passe toutes les heures régulièrement évaluée, ça se défend. D'ailleurs, quelque part, on en parlera après, le mode PIEB de bolus intermittent peut considérer que quand la sage-femme fait les injections toutes les heures ou tous les 3 quarts d'heure, c'est ce que fait une pompe quand il n'y a pas une disponibilité de personnel équivalente. Donc c'est pas forcément pour dénigrer un mode versus l'autre. En revanche, effectivement, le mode débit continu, on sait qu'il est plus pourvoyeur de blocs moteurs, d'insatisfaction, de tachyphylaxie. Donc après les deux modes qui restent, débit continu ou bolus intermittent, avec toujours le mode PCEA. Alors souvent on dit PCEA versus PIEB, en fait le mode PCEA c'est des bolus autocontrôlés, donc on l'a dans les deux cas. Et je vais vous montrer des schémas qui vont expliquer les choses. Et donc personne n'a le PIEB, si, bon Anne-Sophie, oui je sais. Et donc tous les autres c'est avec le mode PCEA. Hein. Non. Ah oui, pardon. Oui, PIEB aussi. Oui, vous étiez deux. Non, pardon. Forcément. Ça. Donc le mode pour schématiquement, au moment de la pause, bon, c'est l'induction anesthésique, ça, les recettes varient selon les personnes. Le mode historique, donc, que vous avez à Saumur, visiblement, c'est le débit continu. Ça marchait. Donc le débit continu, ça c'est le débit continu simple à la seringue électrique, souvent entre 6 et 10 millilitres. Le problème c'est qu'il n'y a pas de, c'est pas modulable et quand la patiente a des pics douloureux, elle est obligée d'appeler, de faire appel à une sage-femme ou une IAD. Et donc le corollaire, c'est que quand on manque de personnel, forcément on va mettre des débits plus importants qui auront plus de conséquences en termes de bloc moteur pour pas venir tous les quarts d'heure appuyer. Donc là le mode classique c'est donc ça, c'est l'acronyme anglais, hein, débit continu associé à une analgésie épidurale contrôlée par la patiente. Donc débit continu plus bolus patient. Ça a l'avantage que c'est géré par la patiente elle-même, donc il y a une satisfaction déjà inhérente au procédé. C'est comme pour les PCA morphine, on ajoute le E pour épidural. Il y a une meilleure qualité d'analgésie, et ça c'est démontré dans la littérature depuis, alors pour le coup, au moins 20-30 ans. La première description de la PCEA, c'est 88. Donc ça fait 34 ans. 34 ans. Moi, j'ai quasiment toujours travaillé avec une PCEA. Après, entre la première description et l'implémentation, on peut dire qu'effectivement, ça fait une trentaine d'années. Et on verra, de toute façon, dans l'enquête périnatale, on est là à 70% de PCEA, mais jusqu'à récemment, dans les dernières enquêtes, on n'était pas du tout à 100%. Donc même si c'est quelque chose qui est historiquement décrit depuis 30 ans, c'est pas forcément une erreur. Mais enfin là, effectivement, on est quand même à un taux qui est de plus en plus important. Ça réduit la consommation d'anesthésiques locaux, c'est démontré, puisqu'on peut se permettre de mettre un débit continu plus faible, et après c'est la patiente qui elle-même va s'administrer des bolus. Et donc on aura une consommation moindre que si on met un débit pour être tranquille, entre guillemets. Bon, c'est sécurisé, bon ça après, par rapport à des seringues électriques. Et il y a moins de réintervention. Alors ça peut avoir l'effet aussi qu'il y a moins d'interaction, c'est à la fois un bénéfice quand on a un problème de personnel et un risque parce qu'on va aller moins souvent évaluer la douleur, la patiente va appuyer sur sa pompe ou sur sa seringue électrique. Il y a des périodes d'interdiction, bon ça c'est le même principe que pour les pompes à morphine, hein. Il n'y a pas de différence en fonction du délai d'action. Et ça n'empêche pas de faire, quand il y a des à-coups douloureux, des bolus soignants, quand c'est nécessaire ou quand le travail avance trop vite, que la douleur devient subitement intense. Et donc par opposition, enfin pas opposition, mais
le mode PIEB. Donc PIEB, c'est des bolus périduraux programmés intermittents, bolus automatique ou bolus intermittent. Donc ce qui était en débit continu en rouge est remplacé par des bolus systématiques réalisés par la pompe. Alors après ça dépend de la programmation, mais en gros l'intervalle idéal est autour de 40-45 minutes dans les dernières études. Et par-dessus s'ajoute, de la même façon que tout à l'heure, des bolus patients entre les deux, avec toujours ce principe de période réfractaire. Si un bolus automatique vient d'avoir lieu, la patiente ne pourra pas rappuyer tout de suite. Et inversement, à droite, si un bolus patient vient d'être fait, ça va décaler. Le bolus intermittent automatique qui était prévu là va se décaler d'autant, le temps que ça fasse effet, pour ne pas avoir des doses trop importantes et retomber dans ces complications à type de bloc moteur et éventuellement d'extraction instrumentale de césarienne dont parlera Pierre-Yves après. Donc là, il y a des études également qui ont mis, ça a commencé à être décrit, ça pour le coup, il y a une dizaine d'années, un petit moins de 10 ans, 5 ans. PIEB, ouais. 2006. Et ça commence à s'implémenter. Alors, il y avait d'abord un problème technique, c'est que toutes les pompes ne l'autorisent pas. Donc, les derniers modèles de pompes intègrent le mode débit continu ou le mode PIEB et on choisit, on peut faire coexister les deux, c'est une question de préférence, bon, sachant qu'a priori, il n'y a pas de contre-indication à utiliser ce nouveau mode d'analgésie. Et a priori, même si selon les études, les arguments ne vont pas forcément tous dans le même sens, il y aurait quand même des avantages en termes de qualité d'analgésie. Mais pas encore d'avantages clairement démontrés, sauf dans des études qui seront critiquables, qui seraient critiquables en termes de bloc moteur et d'extraction instrumentale. C'est clair jusque-là? Et un autre mode, c'est la rachis-péri combinée. Est-ce qu'il y a des centres où vos anesthésistes la pratiquent très régulièrement? Est-ce que vous en êtes content? Pas content? Est-ce que vous voyez plus d'effets secondaires? Parce que c'est parfois décrié. Il y a parfois des effets de mode aussi. Donc cette technique, ça combine... C'est censé combiner les avantages de la rachianesthésie, donc à droite, c'est-à-dire d'avoir une injection directe dans le liquide céphalorachidien, donc en termes de rapidité d'action, à des doses moindres que les doses qu'on fait pour les césariennes, bien entendu, pour ne pas avoir les effets secondaires. Et on ne cherche pas à avoir un bloc anesthésique, mais simplement un bloc analgésique. Et ça combiné à la péridurale pour l'entretien tout le long du travail. Donc rachis-péri combiné. Donc des schémas, alors je me suis inspiré d'un diaporama qui a été présenté à Bruxelles. Pour rappeler, donc la péridurale, on passe la peau, le ligament interépineux, le ligament jaune qui est un renforcement du ligament interépineux, on insère le cathéter, où va diffuser tout le long du travail le produit, que ce soit en bolus, en débit continu, peu importe. La rachis-anesthésie classique, c'est comme la ponction lombaire. Là, on va un petit peu plus loin, on passe la durmère, donc qui figure entre le carré vert et le carré bleu. On crée une brèche obligatoire, mais avec une aiguille extrêmement fine, donc peu pourvoyeuse de céphalée post-brèche. Et on injecte dans l'espace intratécal. Et là, c'est en fonction de la dose qu'on aura un bloc anesthésique comme pour une césarienne ou un bloc analgésique, comme c'est le cas pour une fin de travail, par exemple, où l'accouchement est vraiment imminent, on peut s'autoriser à faire une rachianesthésie simple. Et si par contre on n'est pas certain que l'accouchement est imminent, mais qu'on veut soulager la patiente rapidement, un travail extrêmement douloureux, très rapide, une grande multipart, on va combiner les deux. Donc on va prendre l'aiguille de péridurale, on va passer à travers une aiguille de rachianesthésie qui est plus fine pour injecter en intratécal. On va retirer l'aiguille de rachis et on va insérer le cathéter comme on l'a fait dans la technique de péridurale classique. Donc on a à la fois une petite imprégnation en intratécal et une imprégnation continue en péridurale. Donc ce qui a été montré, c'est que globalement, le délai d'action était plus rapide. Bon, ça va de soi, mais encore faut-il le montrer. En quelques minutes versus 10 à 15 minutes pour une péridurale classique. Il y a également un meilleur soulagement des racines des douleurs sacrées. Et c'est parfois un problème, enfin on le constate régulièrement, mais il y a parfois des points douloureux et des douleurs sacrées qui sont difficiles à soulager. Alors selon aussi la position, la présentation du bébé, mais parfois même chez une présentation en cas d'accouchement qui n'est pas dystocique.
Il n'y a a priori pas d'allongement de la durée du travail. Alors tout dépend des doses, hein. Encore une fois, là c'est la technique de réalisation. Selon les doses, on peut avoir des effets secondaires, mais enfin aux doses recommandées, qui sont des petites doses, il n'y a pas d'allongement de la durée du travail. Il peut y avoir, mais ça c'est encore une question de dose, et c'est une raison pour laquelle c'est parfois un peu décrié, ou pour laquelle ça a été un peu moins utilisé qu'à une époque. On peut avoir quelques anomalies du rythme cardiaque fœtal. Alors pas tant en rapport avec une hypotension qu'avec peut-être une levée du stress et donc une baisse du débit utéroplacentaire. Et c'est aussi une technique qui est intéressante quand on a eu un échec de péridurale, ou quand on n'est pas certain qu'on est dans l'espace péridural. Donc des patientes qui sont obèses, pour lesquelles on a une perte de résistance qui n'est pas très nette, qui n'est pas comme d'habitude, on va pouvoir utiliser cette technique, et on sait que si on a un reflux de liquide céphalorachidien avec l'aiguille de rachis, a priori, notre aiguille de Tuohy, l'aiguille de péridurale, est bien dans l'espace péridural. Donc ça permet de sécuriser le geste en cas de doute ou en cas de deuxième ponction. Et en plus, en cas de deuxième ponction, ça a l'avantage que la patiente qui a une péridurale inefficace pendant plusieurs heures, on va la soulager plus vite et avec plus de certitude. Donc les indications, si on juste en haut, hein, qui avait été résumé dans cette revue de 2020, pour l'accouchement par voie basse, c'est un contrôle rapide de la douleur, donc notamment des grandes multipares, mais il y a des centres où ils le font, alors des centres ou des pays où ils le font pour toutes les parturientes, ou des anesthésistes qui le font pour toutes les parturientes, avec le risque qu'une patiente qui est peu algique et qui est en début de travail, on ait un petit peu plus d'anomalie du rythme cardiaque fœtal. En cas de repose, hein, ce que je vous disais, donc ça peut être intéressant quand on doit reposer la péridurale ou que c'est pas certain. En cas d'obésité morbide, pour la même raison, on a parfois un peu plus de doute sur la perte de résistance. Et voilà, c'est les indications principales. Et césarienne, c'est hors sujet, mais en cas de césarienne, c'est pareil pour des chirurgies qui sont longues, on a peur que ça dure plus longtemps, pour faire simple, hein, on a peur que ça dure plus longtemps que prévu. On a le cathéter de péridurale qui est en sécurité si la césarienne dure 2 heures, 2 heures et demie. Et donc après, il y a des kits dédiés. Donc c'est une aiguille comme tout à l'heure de Tuohy. Simplement, elle a un petit trou supplémentaire pour que passe l'aiguille de rachis anesthésie. Après, on la retire et on met le cathéter qui, lui, risque pas de passer par là parce que le trou est plus petit et va monter dans l'espace péridural. Et quand c'est pas prévu, on peut utiliser l'aiguille classique et passer l'aiguille de rachis à travers. Ça va frotter un petit peu, mais ça fonctionnera. C'est vrai que si on a déjà piqué la patiente, mais avec un kit qui n'était pas dédié, on peut quand même faire une rachipérie. Alors là, c'est les chiffres d'une enquête périnatale précédente, mais on est à peu près dans des taux comparables, hein. C'est très peu utilisé en France. Enfin, après, c'est éminemment variable d'un centre à l'autre. Il y a des centres où ils l'utiliseront quasiment systématiquement et d'autres pas du tout. Et a priori, sur cette enquête belge, mais ça, Pierre-Yves, tu confirmeras, c'est davantage utilisé. Mais voilà, après, c'est le problème des statistiques globales à l'échelle d'un pays. Est-ce que vous avez des questions sur les indications de péridurale? Donc là, c'est plus une question, quelles indications vous retenez? Et est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que l'utérus cicatriciel, pour vous, c'est une indication de péri? Est-ce que quand vous allez voir la patiente en consultation anténatale ou en salle de naissance, vous allez lui dire, vous avez un utérus cicatriciel, il vous faut une péri? Qui dit oui? Pas tout le monde. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Le cathé sans l'injecter. D'autres commentaires? Alors le problème de cathé, enfin c'est mon point de vue, mais on peut en discuter. Cathé tant qu'une péridurale n'est pas utilisée, elle n'est pas vraiment testée. On pourra le voir un peu après, mais on met le cathéter péridural à l'aveugle. Hein. Là, on a une belle coupe anatomique, mais enfin dans la vraie vie, c'est malheureusement pas ça. Donc tant qu'on n'a pas injecté le cathéter, il est peut-être en intratécal, dans le LCR, il est peut-être en sous-dural, c'est une autre complication un peu plus rare. Il se met entre les deux méninges, qui sont normalement accolés. Et donc s'il a pas été vraiment testé, le risque c'est au moment où on l'utilise, et typiquement le cas où on se dit, si vous avez une césarienne, et là on va mettre une grosse dose, et donc ce ne sera pas une petite dose test, c'est presque la pire des situations. Donc il y a pas mal de patients qui nous posent la question, est-ce que vous pouvez mettre le cathéter mais pas l'injecter?
Bah, c'est comme mettre un parachute sans être sûr qu'il est bien plié, ou enfin je ne sais pas quelle métaphore je pourrais utiliser, mais le risque, pour nous, c'est pas sécure du tout. Parce on devra repartir de zéro en fait. Effectivement, on l'a posé, on a gagné les 5 à 10 minutes de gestes techniques. Hein, avec l'habitude, on peut poser une péridurale en quelques minutes. Mais ce qui prend le plus de temps finalement, c'est d'injecter la première dose, de vérifier si on n'est pas trop loin, d'attendre un petit peu, de voir qu'il n'y a pas d'hypotension, pas d'ARCF, puis après de faire la dose d'entretien, puis après la patiente qui va moduler sa dose en fonction, enfin bon, autant d'étapes qui avec un cathé non injecté seront pas réalisées. Donc pour moi, c'est une fausse sécurité. Je sais pas ce qu'on pense. Je suis d'accord avec toi, 100% d'accord avec toi. Pour l'indication de l'utérus cicatriciel, c'est effectivement le risque de césarienne en urgence avec en sous-titre la rupture. Hein. Et donc le code rouge quasiment. Et donc avoir un cathé qui n'est pas testé et partir en code rouge avec ça, c'est pas du tout rassurant. Et à l'inverse, si finalement il ne sert à rien, je pense que tu développeras ça tout à l'heure, il n'y a aucune technique qui est avec zéro complication, donc on prend un risque minime d'une complication type brèche accidentelle de Durmer, céphalée, etc., pour zéro bénéfice si on ne se sert pas du cathéter. Donc c'est un peu... Voilà. On a les risques, les éventuelles complications, potentiellement sans aucun bénéfice. Je ne suis pas fan, mais c'est quelque chose à laquelle tout le monde a pensé. Bah on en parle, et d'autant plus maintenant avec les déclenchements, avec les péris posés très très tôt, mais on pourra développer après, où on nous pose de plus en plus, je trouve, la question. Comme si c'était la solution à l'ambivalence vis-à-vis de la péridurale, en fait. Et probablement parce que, et on va le développer, enfin on en parlera ensemble, hein, mais les conséquences de la péridurale sur le travail, il y a encore probablement des idées reçues, alors qu'il vaut mieux la tester des petites doses. Et puis on leur dit, de toute façon, avec les modes PCEA, vous avez un débit qui est minimal, qui est normalement, dans la grande majorité des patientes, insuffisant pour les soulager. Il n'y a qu'en appuyant qu'elles vont être soulagées. On a très rares cas de patientes qui n'ont pas eu à appuyer du tout, et c'est assez exceptionnel, avec les débits justement de base qu'on règle. Donc, et puis l'utérus cicatriciel, il y a l'unicicate, il y a le bicicate, le tricicate. C'est vrai qu'on va différemment présenter les choses, notamment au risque de rupture utérine et au risque de césarienne en urgence. Et c'est pas la même, enfin, une utérus cicatricielle, une césarienne, et on en parlera aussi un peu après, qui n'est pas en extrême urgence, on a toujours le temps de réaliser une rachianesthésie rapide, plutôt qu'un cathéter non testé avec tous les risques de complications dont on a parlé. Et une meilleure efficacité aussi, on en parlera. Risque d'HPP, est-ce que c'est une indication pour vous ? Donc c'est un peu la même idée, c'est qu'on sera plus à l'aise pour réaliser rapidement les gestes obstétricaux. Pour moi, c'est presque plus, alors ça dépend aussi de la gravité de l'HPP, une patiente qui a fait 3 HPP dont 2 transfusés, ça m'est arrivé récemment, enfin tant mieux pour elle, elle n'a pas fait d'HPP, mais j'avais essayé de la convaincre, alors c'était en Guyane, elle était non francophone, enfin, c'est un BMI costaud. Donc j'avais tout fait pour la convaincre en me disant elle a déjà fait 3 HPP sur 4 grossesses, donc je serais content si elle là, je serais plus tranquille. Bon, tout s'est bien passé. Donc tant mieux pour elle encore une fois. Mais après, risque d'HPP, on peut aussi réaliser une rachianesthésie pour une DRU et pour la suite des gestes. Donc c'est une indication relative, on pourrait dire. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Pierre-Yves aussi, hein, mais on en reparlera après dans la discussion sur qu'est-ce qu'une indication médicale. Cardiomyopathie hypertrophique. Donc oui, cardiopathie serait plutôt des indications, mais après tout est dans la titration de la péridurale. Obésité massive, est-ce que c'est une indication ? Alors c'est plus pour des doubles raisons, à la fois techniques, parce que si on doit faire une rachie en urgence, pour le coup, autant prendre son temps à froid. Et puis il y a des risques inhérents à l'anesthésie générale si on a une césarienne en extrême urgence. Ou en urgence quasi extrême. Et grossesse gémellaire. Pour la même raison, là on est un peu entre les deux de mon point de vue, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de gradation, je trouve, dans les indications. C'est compliqué de dire indication absolue, indication relative, d'autant plus que c'est une indication du point de vue médical et pas de la patiente. Effectivement, si on doit réaliser une version grande extraction, ça évitera l'anesthésie générale. Donc les indications, avec terme un peu entre guillemets, médicales, donc c'est principalement les difficultés anesthésiques prévisibles. Alors les obésités sévères, massives. Là, c'est les risques aussi bien pour l'anesthésie générale que l'anesthésie périmédulaire qui seront compliqués. Tous les facteurs de risque ou d'intubation ou de ventilation difficiles, pas uniquement chez les patientes obèses. Les difficultés lombaires, parce qu'effectivement, on ne sera plus une patiente qui a une scoliose compliquée,
ce sera plus difficile de lui faire une rachis-anesthésie en urgence. Et toutes les contre-indications aux efforts expulsifs, donc là il y en a de multiples, dont certaines cardiopathies, donc certaines complications ophtalmologiques, des décollements de rétine, des pathologies neurochirurgicales, des anévrismes, par exemple, qui, si la voie basse est autorisée par le neurochirurgien, sont des bonnes indications pour justement autoriser une extraction instrumentale sous couvert de péridurale. Et les indications obstétricales, on en a parlé, hein, présentation du siège, grossesse multiple, diarrhée cicatricielle, antécédent d'HPP, à moduler en fonction des circonstances autres. Contre-indication. Est-ce que pour vous, des plaquettes à 70, c'est une contre-indication à la péri? Alors on est plutôt à 75-80, c'était le petit. Pour la rachis, les seuils sous réserve de stabilité, hein, c'est les recommandations sur la pré-éclampsie sévère notamment, qu'elle soit nationale ou internationale. On peut descendre jusqu'à 50 pour la rachis parce que l'aiguille est plus petite et le risque d'hématome médulaire moindre. En revanche, pour la péridurale, c'est plutôt 75-80. Après, tout est dans le rapport bénéfice-risque. Si c'est hyper stable et que ça oscille entre 70 et 80 et que vraiment la patiente, vous n'avez aucune envie de l'intuber parce qu'elle ouvre la bouche, elle a une ouverture de bouche d'1 centimètre, ça se discute de poser une péri. Enfin, je ne sais pas ce que tu ferais. Oui, le chiffre magique n'existe pas. Voilà. Après, C'est les premiers effets seuil, hein, mais... que les chiffres sont plus faciles à interpréter dans la mesure où on dit n'inventons pas des contre-indications là où il n'y en a pas. On est venu avec des seuils à 100 000 historiquement, etc. Et on sent bien qu'il y a quand même toujours une réticence dans certaines strates de notre profession à descendre la barre, alors que clairement la tendance, surtout si on est dans des thrombopénies stables, asymptomatiques, on va dire. Alors pour les thrombopénies, il y a une petite exception effectivement sur le fait qu'on pourrait descendre davantage. Oui. Syndrome, enfin, on peut discuter. Oui. Bon, on verra après les circonstances. Oui. Une injection d'HBPM curative 13 heures auparavant. Est-ce qu'on peut faire une péri? Qui en fait une? Pas qui dit ok ou non. Donc il faut attendre 24 heures parce que c'est curatif et c'est 12 heures quand c'est préventif. Une scoliose opérée, est-ce que c'est une contre-indication? Pas forcément. Comme ça, j'ai essayé et puis après, on ne pourra rien me reprocher. J'ai essayé une fois. Alors il y a le risque théorique d'infection de matériel. Si c'est une scoliose qui a été opérée très récemment, on a moyennement envie d'y toucher. Souvent d'abord on peut contourner, c'est rare que les tiges descendent jusqu'en L5. Et après c'est un problème d'efficacité en fait. Un anévrisme intracrânien, parce qu'on disait précédemment, si la voie basse est autorisée par le neurochirurgien, au contraire, ça permet d'éviter les efforts expulsifs. S'il faut faire une extraction, ça autorise une extraction instrumentale pour limiter les efforts expulsifs sous péridurale. Et une sclérose en plaques. Donc c'est plus une contre-indication. Et des recommandations récentes. Pour la rachis, on est un peu plus précautionneux, même s'il y a des recommandations des neurologues qui disent pas de problème. La rachis-anesthésie, on est directement dans l'LCR, on est un peu plus hésitant, mais la péridurale, il n'y a pas tellement d'arrière-pensée. Donc ça, je reprends, je cite Pierre-Yves, hein, mais contre-indication se rencontre chez moins de 0,5% des patientes. Donc avec le temps, avec des séries de cas, c'est pas forcément des études randomisées, contrôlées, c'est compliqué. Quand on a l'incidence d'une complication extrêmement faible, c'est compliqué pour nous de mettre en évidence le fait qu'il n'y a pas de conséquences délétères ni à court terme ni à long terme. Mais comme il y a des gens qui sont parfois joueurs, ou donc du coup on a des séries de cas qui, dans certaines pathologies rares, permettent de constater qu'il n'y a pas d'effet délétère et qu'on peut réaliser une péridurale. Donc il y a de moins en moins de complications, de contre-indications formelles. On n'a pas parlé de l'hélium dans l'os vasculaire et peut-être des difficultés sur d'autres pathologies. Parce qu'il y a 0,7, il y en a, oui, après il y a beaucoup de maladies rares où pour le coup il faut se pencher au cas par cas, et l'air dans l'os, il y a différents types. Il y a certaines neurofibromatoses. Les marfands qui posent aussi des problèmes sur l'IRM péridurale. Et là, il y a du débat entre vous. Donc, en fait, Parce qu'il y a du débat dans les... A priori, LR dans l'os, si les vasculaires, c'est une contre-indication formelle. Nous, on redit... Oui, parce que je ne peux pas citer toutes les maladies rares pour lesquelles c'est contre-indiqué, et qu'il y en a beaucoup. On en discute même, nous, régulièrement dans des staffs où c'est pas univoque, où parfois le spécialiste d'organes ou du centre de référence va dire il n'y a pas de problème, et nous, on n'est pas très chaud du fait des risques de malformation microvasculaire. Et inversement, pour le marfan, a priori, au pire, ça marche pas, mais on peut en poser, c'est juste qu'il y a potentiellement des ectasies vasculaires qui font que, voilà. beaucoup refusent de le poser quand il n'y a pas l'IRM. Mais le hélium dans l'os vasculaire, la difficulté, c'est que
Ah si, normalement, éhlers dans l'os non vasculaire. Alors le problème de l'éhlers dans l'os, c'est que c'est un peu devenu la nouvelle fibromyalgie. Enfin, nous, je constate ça en Gironde, à Bordeaux. Les patientes étiquetées avant fibromyalgie, maintenant, sont étiquetées éhlers dans l'os. Il y a des médecins qui deviennent spécialistes de l'éhlers dans l'os. Alors, je ne sais pas si vous avez le même cas. Eh ben, c'est pareil chez nous. Hein. Ouais. Oui, mais... Et donc, on se retrouve avec des patientes qui sont semi-diagnostiquées. Et c'est là que c'est effectivement... Et là, je te rejoins, hein, c'est effectivement ennuyeux. Parce qu'elles n'ont pas encore vu forcément un centre de référence. Ou alors, il y a un médecin en libéral avec un en-tête référent éhlers dans l'os, mais qui n'a pas encore typé, une analyse génétique en cours. Enfin... Et là, effectivement, pour le coup, on est ennuyé quand c'est pas typé. Et d'autant plus spécifiquement pour les éhlers dans l'os, où vraiment, on voit des patientes, hein, vraiment, elles sont passées de l'étiquette fibromyalgie à l'étiquette éhlers dans l'os. Mais c'est vrai que sur ce sujet-là, parce que sinon on peut commencer à lister tous les éléphants blancs, mais c'est vrai que les éhlers dans l'os, à part le type vasculaire avéré, ne représente pas une contre-indication. Et alors sur les pathologies rares, j'en profite parce que c'est vraiment un ouvrage qui est très utile non seulement pour les anesthésistes mais aussi pour les obstétriciens. C'est l'ouvrage qui a été édité par Le Carreau il y a déjà maintenant, je pense bien 5 ans facilement. Il s'appelle Pathologies rares en anesthésie et réanimation obstétricale, où on a essayé de faire un catalogue le plus exhaustif possible de toutes ces raretés, avec chaque fois la même structure, une fiche qui se veut pratique, influence de la pathologie sur la grossesse, influence de la grossesse sur la pathologie, prise en charge anesthésique, prise en charge obstétricale. Et donc, et même si on n'a pas répondu à toutes les questions et qu'on a certainement oublié des choses, on a quand même quelques centaines de pathologies rares qu'on a essayé de... Mais là, on est plus dans le problème du diagnostic, en fait, hein, comme tu le soulignes. Hein, mais l'éhlers dans l'os, où tant que que le type n'est pas diagnostiqué par le spécialiste d'organes, enfin, maladie de système, ben on est coincé, effectivement. On en revient à ce qui était cette conclusion-là. Il ne faut pas non plus créer des contre-indications. Là, il n'y en a pas. Et c'est pas, quand il y a parfois un côté, je ne suis pas trop sûr, donc je vais dire que c'est contre-indiqué. Et ce n'est pas nécessairement ça qui rend service aux patientes. Je pense qu'on ne doit pas inventer des contre-indications par ignorance. Et ça prend du temps de s'informer, on est d'accord. Hein, Oui. Il va en parler après. Non. Je vais parler de l'hyperthermie, non pas comme contre-indication, mais éventuellement comme conséquence. Mais même dans la chorioamniotique, les recommandations sont que sous couvert d'une antibiothérapie probabiliste et hors situation de choc septique avec instabilité hémodynamique, mais je veux dire la fièvre en elle-même n'est pas une contre-indication à la péridurale ni à la rachianesthésie. Si on pense qu'il y a une origine infectieuse à cette fièvre et que la patiente bénéficie, j'imagine que c'est rarement, c'est presque systématiquement le cas, la patiente qui est pyrétique en cours de travail reçoit des antibiotiques, eh bien, sous couvert de... si la construction de l'esprit, c'est la greffe bactérienne sur le cathéter péridural et l'abcès périmédulaire, c'est non décrit dans la littérature. Oui, de nouveau, ça fait partie on pourrait faire ici, on va faire, dans les minutes qui suivent, je vais déconstruire un certain nombre de mythes par rapport à la péridurale, mais on pourrait déconstruire tous les mythes et les légendes urbaines qui courent chez les anesthésistes également, il y en a. Hein. Mais après, le fait de le faire sous couvert d'antibiotiques, ça a aussi cette théorie que ça ferait une brèche vasculaire, que ça se grefferait sur le cathéter et que ça donnerait une épidurite. Donc c'est vrai qu'on est un peu... Alors déjà, la fièvre isolée... Tu disais, Estelle ? C'est pour ça que ça se résume à infection au point de ponction, parce que là, pour le coup, si on a un gros furoncle, on ne va pas passer la tuyaurie à travers. Et signe de bactériémie, je l'ai un peu résumé comme ça, c'est-à-dire de dire que des frissons, de la fièvre, l'hémodynamique, moi je ne suis pas très chaud, personnellement. Si elle est en train de frissonner, bon voilà, on se dit qu'elle est en décharge bactériémique, même si c'est effectivement, comme disait Estelle, une hypothèse physiopatho. Bon, s'il y a eu une dose antibiotique dans l'heure qui précède, on peut dire que c'est au site tissulaire. Et là, on est un peu dans le principe de précaution, mais on le fait sans trop de problèmes.
Bon, pour l'hémostase, on en a parlé. Willebrand, c'est souvent corrigé. Donc ça, c'est vraiment appel hémostasien, contrôle des facteurs, la plupart du temps corrigé par la grossesse. Déficit en protéines de la coag, ce serait tout un sujet. On en reparlera au carreau, je pense. Il y a un PNDS qui est paru récemment sur le fait qu'en substituant, qui a établi des seuils de facteurs de coag, vous en entendrez peut-être parler en tant qu'obstétricien. Ça date d'il y a 1 an, 1 an et demi, avec des seuils. Oui, juste la diapositive. Des seuils facteur par facteur et qui autorisent, en fonction du taux retrouvé, de poser une péridurale, voire même en substituant de la réaliser. Thrombopénie, thrombopathie, c'est pareil, ça dépend du seuil, ça dépend du type de thrombopathie. Et là, c'est encore une fois une affaire de spécialiste. Les HBPM, c'est bien codifié pour le coup, et ça, c'est international, ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué. 12 heures prophylactiques, 24 heures curatifs. Et thrombopénie, plutôt, donc on a dit autour de 75 pour la péri et 50 pour l'arachis. Oui. Alors pourquoi si l'HBPM est bien codifié, je parle du curatif, dans la borne des 24-30 heures, tu vois, pas au-delà, pourquoi beaucoup exigent ça? Une erreur. C'est pas justifié. Moi, ça m'arrive de le demander des patientes. Alors, il y a tout un débat sur l'anti-A pendant la grossesse. Il y a des pneumologues, des médecins vasculaires. Alors, les recos disent tout et son contraire, mais c'est pareil, c'est un sujet à part entière, de parler des anticoagulants et LR périmédulaire. Personne ne sait. Est-ce qu'il faut faire une patiente à dose curative, je ne parle pas préventive, mais une patiente qui a de l'HBPM curatif toute la grossesse, soit en relais d'AVK, soit parce qu'elle a fait une embolie pulmonaire, elle est à très haut risque thromboembolique, même si elle n'avait pas d'anticoagulant au long cours. A fortiori chez les poids extrêmes, récemment on a une patiente, elle avait 12 000 unités x 2 par jour. Oui, cas particulier, mais là, non, mais même là, les pneumologues l'avaient préconisé, et elle a eu 0 anti-A de toute la grossesse, avec 12 000 unités x 2. J'avoue que même après les 24 heures d'arrêt, moi-même j'ai fait un anti-A parce que j'étais pas à l'aise s'il y avait une accumulation. Et dans les quelques études disponibles, on a 1/3 de surdose, 1/3 de sous-dose et 2/3 de normodosé. Donc normalement, pas d'anti-A. Et après, on peut discuter avec les poids extrêmes. Ce n'est pas des recommandations propres au carreau. Le carreau ne fait que reprendre des recommandations américaines, françaises, britanniques, nationales, qui sont des vérités universelles pour tout le monde. Mais qui sont parfois un peu ambivalentes dans leur formulation. Pour faire régulièrement le truc, c'est probablement que ça ne sert à rien, mais dans les poids extrêmes, alors qu'est-ce qu'on appelle poids extrême chez une femme enceinte ? Il y a des déficits en antithrombine un peu complexes, des doses vraiment importantes, des patientes qu'on n'arrive pas à anticoaguler, parfois qui sont à 10 000 unités x 2, et qui malgré ça n'ont pas d'anti-SA. Dans certains cas particuliers, moi ça ne me choque pas mais de le faire, et parfois moi-même j'en demande, mais dans le cas classique, non. Vous nous arrêtez au fur et à mesure. Bon, le risque d'hématome varie selon la littérature, c'est très faible, c'est encore plus faible en cas de rachianesthésie. Les facteurs de risque, ponction traumatique, et la plupart des cas décrits dans des enquêtes de pratique, c'est soit des utilisations d'HBPM, soit des HELP syndromes. C'est pour ça que tout à l'heure, Pierre-Yves le rappelait, mais des seuils très bas de plaquettes, de thrombopénie idiopathique, gestationnelle, isolée, si on est à la limite du seuil, on ne va pas trop pinailler. Par contre, si c'est un HELP évolutif, soit on va exiger une numération plaquette très récente, et ça, tout dépend de la dynamique. Alors ça, c'est le problème de la prééclampsie sévère, c'est un autre chapitre, mais il n'y a pas de règle pour dire est-ce qu'il faut un bilan 1 heure avant, un bilan 4 heures avant, un bilan 12 heures avant. Ça dépend vraiment de la circonstance clinique. Pareil pour les HRP, pareil pour les morphétales in utero. Mais ce qui est assez bien décrit, alors déjà, ça montre que l'incidence est très très faible et que quand ça survient, c'est plutôt HELP syndrome ou HBPM. Et des idées reçues, alors des contre-indications supposées entre les pathologies, on se dit oh là probablement que c'est pas une bonne idée, on en a parlé avant. Toutes les cardiopathies, c'est plutôt des indications justement pour stabiliser l'hémodynamique. Alors c'est des péridurales qui sont précautionneuses, qui sont titrées, qui vont éviter s'il y a une césarienne en urgence de faire une rachianesthésie qui là pour le coup risque de provoquer une chute brutale de la pression artérielle. Et en cas d'anesthésie générale, pareil, l'anesthésie générale sera pourvoyeuse de variations hémodynamiques brutales. Donc c'est aussi des indications aussi bien pour le travail qu'en cas de césarienne en urgence, de pouvoir lisser les variations hémodynamiques. Je fais très synthétique. Si tu dois ajouter des trucs, parce qu'à chaque fois, c'est des grosses questions à part entière.
Donc c'est plutôt des indications. L'épilepsie, c'est plutôt une indication aussi parmi les maladies neurologiques. On ne va pas toutes les lister, c'est pas possible. Mais parce que ça va éviter tous les facteurs de stress dont la douleur fait partie. Tous les problèmes de malformation artério-veineuse, d'anévrisme, pour les mêmes raisons, si la voix basse est autorisée par le neurochirurgien, j'en parlais tout à l'heure, ça permettra de faire une extraction instrumentale dans des conditions de confort et de sécurité pour la patiente. Toutes les pathologies rachidiennes ne sont plus des contre-indications, que ce soit les sciatiques, opérées, non opérées, persistantes, puisqu'on ne pique pas au même endroit, donc il n'y a pas de raison d'aggraver ces problèmes de sciatalgie. La sclérose en plaques, on en a parlé. La scoliose, on en a parlé. La scoliose, c'est plus un risque d'échec, soit à la pause, soit au moment de la diffusion. C'est que dans une zone qui est cicatricielle, forcément, le produit ne va pas forcément se répartir de la bonne façon. Je passe la parole à Pierre-Yves. J'étais un peu bavard déjà. Bon, merci Thibaut pour cette première partie. Donc, l'objectif et l'ambition de ma présentation dans on va dire la demi-heure qui va suivre, je vais essayer de conserver du temps pour la dernière partie de Thibaut, c'est effectivement essayer de déconstruire un certain nombre de mythes par rapport à un certain nombre de complications supposées ou avérées de la péridurale, notamment par rapport au devenir, aux outcomes, comme on dit, que ce soit sur le versant obstétrical, fœtal ou néonatal. Donc, si on se remet dans une petite perspective historique, la naissance de l'analgésie obstétricale, c'est la première administration d'éther à une parturiente en 1847, et déjà à l'époque, ça c'est le passage du Mac au PC qui fait que la dia n'est plus à la bonne taille. Enfin bref, la question se pose d'emblée de savoir si en dehors d'une efficacité qui était ce qu'elle était à l'époque, on ne serait pas éventuellement pourvoyeur d'effets secondaires indésirables, tant sur le tonus utérin que sur les muscles abdominaux, que sur d'autres complications. Et on va voir que finalement, 2 siècles plus tard, on est toujours en train de se poser certaines de ces questions par rapport au rapport efficacité-effet secondaire de notre péridurale. Et donc, on va essayer de déconstruire ces mythes ou de rester sur les faits factuels avec un certain nombre de questions qu'on va essayer de résoudre. L'analgésie péridurale est-elle pourvoyeuse de plus de césariennes? Est-elle pourvoyeuse de plus d'extraction instrumentale? Influence-t-elle de façon négative la durée du travail? Est-ce qu'elle est pourvoyeuse d'hyperthermie maternelle? Est-ce qu'elle impacte de façon négative l'allaitement? Et est-ce qu'éventuellement elle serait associée à des outcomes en termes de développement neuropsychomoteur des nouveau-nés, des enfants, éventuellement même à distance? Ces questions, évidemment, ne sortent pas de nulle part. Elles ont été largement relayées dans la littérature, soit très récemment, soit depuis très longtemps. Et on va essayer, comme nous le suggérait Newton il y a un certain temps, ne tenons pour certain que ce qui est démontré, et on va essayer de se débarrasser d'un certain nombre de légendes. Donc la première question que je souhaiterais vous poser à main levée, selon vous, qui considère que l'analgésie péridurale est pas seulement associée mais responsable d'un taux plus élevé de césarienne? Est-ce que pour vous, la péridurale en 2023 est pourvoyeuse de césarienne? Personne. Donc on va un peu voir que c'est effectivement le cas, mais que la question n'est pas sortie de nulle part, puisque sur les vieilles études observationnelles, on a effectivement constaté qu'il y avait une association entre péridurale et incidence ou taux de césarienne. On va tout de suite lever le problème de ce qui est association et de ce qui est causalité, et ça va revenir régulièrement dans cette présentation. Évidemment, il y avait beaucoup de biais dans ces études rétrospectives. On sait que, évidemment, plus un travail est dystocique, plus il va être douloureux, plus il va éventuellement pousser les parturientes à demander une péridurale, mais que ce travail dystocique va aussi amener à plus de césariennes, et donc ce n'est pas la péridurale, mais la dystocie qui est responsable de cette incidence accrue de césarienne. Alors, il y a eu quand même des tentatives d'essais randomisés pour remettre l'église au milieu du village, qui n'ont pas nécessairement apporté ce qu'on espérait, avec de nouveau des questions méthodologiques sur... on va pas aller trop dans le détail, mais enfin, un bel exemple, c'est celle-là.
parce que ça se veut une étude randomisée de 400 patientes dans chaque bras qui compare des patientes qui vont bénéficier d'une analgésie péridurale par rapport à des patientes qui reçoivent encore de la mépéridine en intramusculaire, ce qui paraît préhistorique pour nous, parce qu'en Belgique comme en France, on a des taux de péridurale à 80%, mais il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, le gold standard de l'analgésie obstétricale, ça reste mépéridine en intramusculaire, protoxyde d'azote par inhalation, et qu'en Grande-Bretagne, comme aux Pays-Bas, comme en Allemagne, on a des taux de péridurale qui sont largement en dessous de 30%. Donc cette étude nous dit que finalement, effectivement, la péridurale est associée à 2 fois plus de césariennes, et c'est du randomisé. Mais ce n'est pas en intention de traitement, et les mêmes auteurs revoient leurs données 5 ans plus tard pour nous dire finalement on s'est gouré, la péri n'augmente pas le taux de césarienne. Ce qui est plus important, ce sont déjà sur le plan de l'approche, ce sont ces études d'impact, qu'on appelle aussi des études sentinelles, où on voit un petit peu ce qui se passe avant, après l'instauration d'un service et d'une disponibilité d'analgésie péridurale de façon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'a pas toujours été le cas partout, tout le temps. Ça, c'est une étude américaine qui se passe à Hawaï. Il compare les taux de césarienne, en tout cas un certain nombre d'outcomes, dont les taux de césarienne durant les 20 derniers mois avant l'instauration et l'introduction d'un service d'analgésie obstétricale disponible de façon pérenne, par rapport à ce qui se trouve en termes d'outcome sur une période de 20 mois après qu'ils aient atteint une vitesse de croisière de 60% de péridurale. Donc avant sans péridurale, après avec 60% de péridurale, aucune différence sur le taux de césarienne dans cette étude. Et puis ce type d'étude d'impact ou d'étude sentinelle est repris avec un certain nombre d'études dans une méta-analyse, ici 9 études, 40 000 patientes, et aucune modification significative, en tout cas pas péjorative, sur le taux de césarienne dans ces situations de avant-après l'utilisation de l'analgésie péridurale. L'argamanou, évidemment, ce sont des tas d'études qui datent de la fin des années 90, disons qui était un peu la période... Enfin, la péri a pris son essor dans les années 80 et ces questions ont commencé à surgir. Et puis, voilà, on a résolu un certain nombre de ces questions par la suite. Alors, pour tordre le cou au canard définitivement, on a une étude Cochrane, Cochrane qui n'est quand même pas réputé pour tirer des conclusions à la légère. La plupart du temps, une revue Cochrane, 3 fois sur 4, ça se termine par on ne peut pas dire les études sont mal faites, on ne peut pas trancher. Ici, on a des choses qui sont assez solides, puisque sur 33 études randomisées qui ont été réalisées entre 1974 et 2017, plus de 10 000 patientes. Si on compare péridurale avec mépéridine, donc opiacé par voie systémique, pas de différence en termes de recours à la césarienne en cours de travail. Donc on a 0 effet négatif. L'affaire est pliée. Deuxième question qui est peut-être un peu plus sensible. J'imagine que les réponses seront peut-être un peu plus partagées. Est-ce que pour vous, l'analgésie péridurale est responsable de plus d'extraction instrumentale ? Qui pense que la péridurale est responsable de plus d'extraction instrumentale ? Vous êtes timide, hein. Il y en a quand même. Donc c'est bien parce que là, on va pouvoir débattre. Donc de nouveau, si on regarde les premières études qui sont observationnelles, rétrospectives, avec beaucoup de biais méthodologiques, on nous dit qu'effectivement, la péri est associée à un risque accru d'instrumentation et se pose la même question, association, causalité, avec un certain nombre de questions qui sont légitimes. Est-ce que l'instrumentation est plus probable parce qu'elle est plus facile quand la patiente est correctement analgésiée ? Difficile de faire des études en double aveugle, la plupart du temps l'obstétricien sait quand il met un forceps que la patiente a une péridurale. Il y a un certain nombre d'études qui sont réalisées dans des centres académiques où on forme des internes et on leur apprend à instrumenter et ils apprennent sur des patientes qui ont une péridurale. De nouveau, on va y revenir sur ces études d'impact ou ces études sentinelles. On ne retrouve pas cet effet de la péridurale sur les taux d'instrumentation. Alors, ce qui est très important, et on va y revenir, c'est toutes les péridurales ne sont pas équivalentes. Thibaut a déjà un petit peu levé un coin du voile sur les modalités d'administration, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Effectivement, une péridurale n'est pas... Il n'y a pas une péridurale, il n'y a pas la péridurale. Il y a la façon de la faire, il y a la façon dont on l'a fait il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a la façon dont on devrait la faire maintenant pour justement s'affranchir de toutes ces potentiels critiques. Le problème majeur, c'est le bloc moteur. Le bloc moteur, donc l'atteinte des fibres motrices
qui vont impacter non seulement la mobilité des jambes, on va encore dire ça ne plaît pas aux patientes, c'est pas ce qu'elles souhaitent, mais surtout aussi les efforts expulsifs qui sont impactés. Et donc, ceci est fortement modulé par les concentrations d'anesthésiques locaux qu'on utilise dans nos mélanges, par les modalités d'administration, donc qu'est-ce qu'il y a dans la seringue ou qu'est-ce qu'il y a dans la poche, mais comment est-ce qu'on pousse ça dans l'espace péridural, et puis éventuellement des petites nuances entre rachis combiné et péridurale un peu plus conventionnel. Alors, bon, je ne vais pas refaire un cours très détaillé sur le sujet, mais qu'est-ce qu'on fait nous au quotidien? On introduit une solution analgésique dans l'espace péridural, et les deux cibles qu'on va essayer d'atteindre, ce sont d'une part la cible radiculaire pour essayer de bloquer les influx nociceptifs avec nos anesthésiques locaux. Et comme on sait que quand on utilise des concentrations d'anesthésiques locaux trop importantes, on va bloquer aussi les fibres motrices, on est obligé, pour faire du travail propre, de réduire ces concentrations. Et pour garder de l'efficacité, on va utiliser ce qu'on appelle dans notre jargon des adjuvants, qui sont la plupart du temps des opiacés liposolubles, du sufentanil, la plupart du temps parfois de la clonidine, et on va essayer d'aller taper sur les cornes postérieures de la moelle. Nos anesthésiques locaux, ils bloquent les canaux sodiques, et toutes les fibres nerveuses ne sont pas égales devant l'action des anesthésiques locaux. Celles qui nous intéressent, ce sont celles qui sont responsables de la sensibilité dite thermoalgésique. Par chance, ce sont les plus fines et certaines non myélinisées, ce qui les rend plus sensibles à l'action des anesthésiques locaux que les fibres dites A-alpha, qui sont les plus grosses et myélinisées, donc qui sont susceptibles d'être résistantes, plus résistantes aux anesthésiques locaux. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir la titration adéquate pour bloquer ces fibres-là et épargner ces fibres-là. Alors, tout ça, c'est pas révolutionnaire. Les opiacés liposolubles pour réduire les concentrations d'anesthésiques locaux, ça date aussi de la fin des années 80. La nécessité de ne plus utiliser des grosses concentrations d'anesthésiques locaux et obligatoirement de faire des solutions qui vont permettre de garder, d'épargner la mobilité et la motricité des patientes, ça fait plus de 20 ans que c'est largement démontré dans la littérature, notamment à travers de cette étude qui avait 2 volets publiés quand même dans le Lancet et dans Anesthesiology, qui ne sont pas les journaux les plus faciles d'accès, et où on voyait bien que le fait de remplacer une solution pure anesthésique locale à grosse dose par rapport à une concentration réduite d'un facteur 2,5, et on garde de l'efficacité en ajoutant des adjuvants, on réduisait de 25% le taux d'instrumentation. Donc c'est bien la preuve que la concentration des anesthésiques locaux influe sur le taux d'instrumentation. Et ça se retrouve aussi dans une méta-analyse où si on considère ce qu'ils ont classé comme des solutions à haute concentration versus faible concentration, on a un effet positif significatif lorsqu'on réduit les concentrations d'anesthésiques locaux sur les taux d'instrumentation. De même, dans cette méta-analyse, le fait de réduire les concentrations permet d'avoir un gain par rapport à des hautes concentrations sur le second stade du travail. Alors, c'est quand même, il faut prendre la peine de bien lire la littérature et la lire entre les lignes pour pouvoir faire la part des choses. Si on s'arrête à la première lecture de la revue Cochrane 2018 qui compare péridurale versus analgésie autre versus pas d'analgésie, ce qui ressort de ça, de nouveau, c'est que effectivement, sur ces études publiées entre 1974 et 2017, on a un risque relatif de 1,44, significatif, augmentation de 44% du taux d'instrumentation chez les patientes qui reçoivent une péri par rapport à celles qui n'en reçoivent pas, sur des essais randomisés. Le problème, c'est qu'on a là-dedans un certain nombre d'études préhistoriques qui utilisaient des fortes concentrations d'anesthésiques locaux. Avec, dans leur analyse, les auteurs eux-mêmes font le pour et le contre et démontrent qu'il y a probablement des biais de publication, font une analyse en sous-groupe et ne s'intéressent plus à ce moment-là qu'au sous-groupe des études qui ont été publiées après 2005. Et dans ce sous-groupe d'études publiées après 2005 avec des concentrations d'anesthésiques locaux du XXIe siècle, on n'en retrouve plus cet impact négatif sur les taux d'instrumentation. Idem, si on revient sur cette étude avant-après à Hawaï, on voit qu'on a, entre l'époque avant la péri et après la péri, pas de différence significative, négative sur le taux d'instrumentation.
Une autre étude qui est extrêmement intéressante, c'est les Pays-Bas. Comme je vous l'ai dit, c'est un pays voisin du mien. Ils n'ont pas du tout les mêmes pratiques en termes d'analgésie obstétricale. Et notamment, on voit que sur une période de 10 ans, entre 2000 et 2009, c'était hier, leur taux de péridurale est passé péniblement de 7,7 à 22%. Donc ça, ils sont à peine plus hauts pour le moment. Ça paraît surprenant pour nous, mais je pense qu'il faut bien se dire que France, Belgique et États-Unis, et puis un certain nombre de pays latins, dans les conditions d'accessibilité, on est des grands consommateurs de péridurale, mais que ce n'est pas une vérité universelle. Hein. Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas, ce n'est pas des pays du tiers-monde et ils n'ont pas les mêmes pratiques que nous. Quoi qu'il en soit, sur cette période où en 10 ans, on a triplé le taux de péridurale aux Pays-Bas, la seule chose qu'on voit, c'est qu'il y a plutôt une tendance vers une diminution des extractions instrumentales et pas d'augmentation. Donc c'est aussi une manière de démontrer dans des pratiques du XXIe siècle que la péridurale n'augmente pas le taux d'instrumentation. Et puis on a une autre méta-analyse qui ne s'intéresse qu'aux solutions à faible concentration, celles qu'on devrait tous utiliser. Et donc c'est évidemment un collectif plus petit que Cochrane avec 33 études, mais c'est 10 essais randomisés avec à peu près 2000 patientes qui nous démontrent qu'il y a zéro effet de la péridurale à faible concentration sur le taux d'extraction instrumentale. Et je ne résiste pas à ce petit plaisir de vous montrer qu'au XXIe siècle, si j'arrive à lancer ma petite vidéo, comme disait Thibault, il ne faut que quelques minutes pour placer une péridurale, et qu'une péridurale au XXIe siècle permet éventuellement de conserver la mobilité et la déambulation des patients. Alors je ne vous vends pas du rêve, c'est pas ce qu'on fait tous les jours, mais c'est juste une démonstration de la faisabilité et de l'épargne motrice qu'on peut avoir lorsqu'on utilise des solutions faiblement concentrées avec des anesthésiques locaux, des opiacés liposolubles et un mode d'administration en PIEB. Et vous voyez qu'il faut exactement 1 minute 18 pour réaliser la péridurale. Et c'est une péridurale qui est en charge, hein, c'est pas un critère reposé. J'ai arrêté la vidéo avant que le catène soit enfilé pour qu'on gagne du temps, parce que tu as dépassé ton temps de parole. Bon, donc on peut considérer que, oui, historiquement, la péridurale a été responsable de plus d'extraction instrumentale, mais qu'au jour d'aujourd'hui, une pratique dans les règles de l'art ne devrait plus pouvoir être critiquée sur ce plan-là. On ne devrait plus pouvoir être accusé d'augmenter le taux d'extraction instrumentale, mais il faudrait que dans notre profession, tout le monde s'aligne aussi sur les pratiques et les recommandations d'excellence. Troisième question, est-ce que selon vous, l'analgésie péridurale va impacter la durée du travail? Est-ce que ça va ralentir la dilatation? Est-ce que ça va ralentir l'engagement? Qui pense que oui? Ah, il y en a quand même, hein. Alors, de nouveau, plusieurs lectures pour pouvoir arriver à tirer les conclusions. On revient sur notre étude Cochrane 2018, péri versus pas de péri. On voit que, selon les résultats de cette méta-analyse, on augmente de façon statistiquement significative, encore faut-il se poser la question de savoir si c'est cliniquement pertinent, on augmente la phase de dilatation de 32 minutes et on augmenterait la phase d'engagement de 15 minutes. De nouveau, on est sur des études publiées sur une échelle de temps relativement longue, puisque les premières datent de 1974. Si on revient à cette méta-analyse qui ne s'intéresse qu'aux études avec des faibles concentrations, on ne retrouve pas cet effet négatif sur la phase de dilatation et la phase d'engagement. Donc on peut considérer de nouveau que, à condition d'utiliser des solutions adéquatement diluées et des modalités d'administration optimales, on ne peut pas être taxé de ralentir le travail. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est la péridurale, mais il n'y a pas qu'une péridurale, il y a celle qu'on met à 1 cm et il y a celle qu'on met à 5 cm. Donc, question suivante, est-ce qu'une pause précoce de la péridurale ralentit le travail? Qui pense que la péridurale précoce ralentit le travail? Pas, plus personne, ou alors tout le monde est endormi. Donc, une très belle étude publiée en 2009, 10 000 patientes, 12 000, randomisées en 2 groupes
péridurale précoce versus péridurale au-delà de 4 cm, taux de césarienne idem, taux d'instrumentation idem, durée du premier stade, phase de latence, phase active idem, durée du deuxième stade idem, recours à l'ocytocine, parce que ça aussi c'est quelque chose qui court, c'est la patiente qui a la PRI, eh ben, si on ne veut pas que le travail ralentisse, on va être obligé de mettre du Synto. Ou bien on met peut-être plus facilement du Synto, parce que comme elle a pas mal, c'est plus facile d'en mettre aussi. Ça, c'est peut-être l'autre lecture. Recours à l'ocytocine dans cette étude randomisée, aucune différence. Donc voilà, en moyenne, dans un groupe, la péri est placée à 1,6 cm, dans l'autre groupe, en moyenne, à 5,1 cm. Il y a 6000 patientes dans chaque bras. Taux d'instrumentation, 11 à 12% dans les deux bras. Taux de césarienne, 23%, ça paraît beaucoup, ce sont des Chinoises, donc probablement qu'il y a plus de bassins chirurgicaux. Durée du travail, pas de différence. Augmentation à l'ocytocine, aucune différence dans les deux groupes. Et là aussi, Cochrane s'est penché sur le sujet et ont réussi à trouver de la matière pour tirer des conclusions. Péridurale précoce versus péridurale plus tardive, aucune différence. Donc ça, c'est sur le taux de césarienne. Sur le taux d'instrumentation précoce versus tardive, pas de différence. Sur la durée du second stade du travail, pas de différence non plus. Et sur le recours à l'ocytocine, pas de différence. Donc ce n'est pas le fait d'une seule étude, même si l'étude que je vous ai présentée est celle qui pèse le plus lourd dans cette méta-analyse, c'est corroboré par d'autres études. Donc de nouveau, il y a un certain nombre de mythes qu'on peut déconstruire sur base d'études relativement bien construites. De même, il s'intéresse à un certain nombre d'autres outcomes, péridurale précoce versus tardive. Dans leur analyse, pas de différence sur les scores d'Apgar, pas de différence sur le pH, pas de différence sur la survenue d'un liquide méconial, pas de différence en termes d'hyperthermie. Là, on va revenir sur le sujet juste après. Donc tout ça, il n'y a pas d'outcome. Question suivante. Qui pense que la péridurale peut avoir un effet négatif sur l'allaitement? Alors, de nouveau, ça ne sort pas de nulle part. Il y a eu des études qui ont démontré une association nocive de la péri par rapport à l'allaitement. Et cette revue systématique a été publiée il y a 6 ans. Essaye de faire la part des choses. On va voir que ce n'est pas si facile que ça. Il s'intéresse à 23 études. La moitié de ces études trouvent une association négative entre péri et allaitement. Une association, ce n'est pas une causalité. Par contre, il y en a la moitié qui ne retrouvent pas cette association, voire une qui trouve un effet positif. De nouveau, beaucoup de limites dans ce type d'études. 20 études observationnelles, 3 essais randomisés de méthodologie douteuse. On ne tient compte que de la péri, on ne s'intéresse pas à d'autres interventions en cours de travail qui sont parfois associées, que ce soit le recours au Synto, que ce soit la survenue d'hyperthermie, que ce soit survenue de dystocie, enfin plein d'autres choses. Il n'y a évidemment aussi aucun consensus dans ces études et à travers ces études pour définir ce que c'est un succès de l'allaitement, à quel moment est-ce qu'on évalue que c'est un succès ou un échec, sur base de quel score, etc. Et puis aussi, il y a un certain nombre de facteurs confondants. On ne s'intéresse pas nécessairement à des patients qui avaient l'intention d'allaiter. On ne sait pas très bien dans quel entourage et quel support à l'allaitement elles ont, des contraintes professionnelles ou pas qui les obligent à retourner au boulot. Et donc, il y a évidemment un certain nombre de facteurs confondants qui font que ce n'est pas facile de faire la part des choses. Alors, une des études, en tout cas celle que moi je connais, qui est la plus clean sur ce sujet-là, essaye justement d'éteindre la controverse par rapport à cette problématique de la péridurale et de l'allaitement. Alors, ils choisissent une population très sélectionnée, ce sont des multipares, à terme, qui souhaitent allaiter. Ce n'est pas leur première grossesse, et elles ont déjà une expérience positive de l'allaitement à une grossesse précédente. Donc on sait que, et ces patientes-là, parce que dans la question qui se pose par rapport à la péridurale et par rapport à l'allaitement, vient aussi le potentiel impact théorique négatif des opiacés qu'on est obligé de rajouter dans notre péridurale pour diminuer les concentrations d'anesthésiques locaux. Et si un effet négatif pouvait éventuellement être associé à la péri, pourrait éventuellement être mis en relation avec cette administration de morphinique qui, administrée dans l'espace péridural, passe quand même dans la circulation maternelle, voire dans la circulation du bébé. Et donc voilà, ils font une étude ici où ils s'intéressent à différentes solutions anesthésiques et leur outcome, critère de jugement premier, c'est un allaitement qui est maintenu à 6 semaines. Et ce qu'on voit dans cette étude, c'est que parmi cette population de patientes qui souhaitaient allaiter à la base, 6 semaines après l'accouchement, on en a 90% des patientes qui effectivement allaitent. Donc on peut difficilement
incriminer le fait que la péridurale ait un effet négatif sur la capacité à initier ou à maintenir un allaitement pendant un certain nombre de semaines. J'arrive maintenant sur, à mon avis, le dernier caillou qui est dans notre chaussure. C'est ce que les anglo-saxons appellent epidural fever. Est-ce que, à votre avis, la péridurale est responsable de plus de fièvre pendant le travail? Alors, dans l'état actuel des connaissances, malheureusement, oui. Et ça me fait mal de le dire, mais mon honnêteté intellectuelle, même si je suis un fervent défenseur de la péridurale, vous l'aurez compris, il faut rester factuel. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une étude publiée dans le Lancet en 89, c'est l'année où j'ai été interne en première année, je ne l'avais pas lu à l'époque, qui nous dit que si on compare, c'est des petits effectifs, hein, des patientes qui reçoivent une péri par rapport à des patientes qui reçoivent de nouveau de la mépéridine ou de la pétidine dans la fesse, on voit qu'effectivement, à partir de la 6e heure, c'est assez exemplatif, on va y revenir, les deux courbes s'écartent et que les patientes qui reçoivent une péridurale ont plus une température en moyenne plus élevée, mais aussi une incidence de fièvre, je ne sais plus exactement quel était le critère de définition, si c'était 38 ou 38,5, mais plus de patientes fébriles. 2017, une autre étude qui compare péridurale avec PCA rémifentanyl, donc c'est un peu la Rolls de l'analgésie par opiacé, par voie intraveineuse à l'heure actuelle. On voit que dans cet essai randomisé, 37% des patientes qui reçoivent une péridurale développent de la fièvre, contre 10% dans le groupe contrôle qui ne reçoit rien, ou 10% dans le groupe PCA rémifentanyl IV. Et donc on a clairement au minimum une association avec 4 fois plus d'hyperthermie chez ces patientes. Alors il y a un certain nombre d'études qui sont passées en revue en 2017, 18 essais, plus de 23 000 patientes. Je vous passe les détails de l'étude. Simplement, les conclusions des auteurs, c'est oui, il faut bien reconnaître que ce n'est pas une vue de l'esprit. La péridurale est responsable de plus d'hyperthermie. On y arrive. Alors, la question, c'est d'abord, and so what? On s'en fout ou on ne s'en fout pas? On sait que la survenue d'une fièvre en cours de travail va avoir un certain nombre de conséquences. On sait que sur le versant maternel, les patientes vont recevoir des antibiotiques. On sait éventuellement que l'hyperthermie, la fièvre en cours de travail pourrait aboutir à plus d'instrumentation, plus de césarienne. On sait que sur le versant fœtal-néonatal, l'hyperthermie en cours de travail, toutes causes confondues, on ne parle pas que de la péri, ça peut être la chorioamniotite, ça peut être, enfin, quelle que soit la cause de la fièvre, on sait qu'on aura statistiquement des scores d'Apgar qui seront altérés, une incidence plus élevée de convulsions, plus d'hypotonie, plus d'aspiration de liquide méconial, plus de syndrome de détresse respiratoire, plus d'encéphalopathie. Ça, c'est clairement démontré pour toute patiente qui présente de la fièvre en cours de travail. Ça ne veut pas dire que la péridurale en elle-même a cet effet-là. Ce qu'on sait aussi, c'est que cette fièvre associée ou causée par la péridurale n'est pas un phénomène infectieux, mais c'est un phénomène inflammatoire. Donc c'est une fièvre inflammatoire qui n'est non infectieuse. Ça a été démontré de façon indirecte, notamment par ce type d'études, où ils ont administré systématiquement une prophylaxie antibiotique pour essayer de prévenir cette hyperthermie. Ils n'y sont pas arrivés. Il n'y a pas de différence dans le groupe qui reçoit ou pas des antibiotiques de façon prophylactique. La survenue de l'augmentation de température est la même, et ça les amène à conclure qu'il y a un phénomène inflammatoire probablement qui se passe quelque part dans le lit placentaire, et que la péridurale a un impact, mais que ce n'est pas une infection. Un très bel article qu'il faut lire si vous avez du temps, sur les mécanismes proposés, une revue sur le sujet, qui nous dit que finalement, la fièvre associée à la péridurale, ça surviendrait chez 20% des patientes en travail qui reçoivent une péridurale pendant plus de 6 heures. On sait que ça n'existe pas chez la femme non enceinte. On sait que ça n'existe pas chez la femme qui n'est pas en travail, mais qui est enceinte. C'est le cas notamment de césarienne. On pense commencer à lever le coin du voile sur un certain nombre de mécanismes spécifiques biologiques et en relation avec le travail. Et on sait que les anesthésiques locaux ont certainement un effet favorisant de la survenue de cette fièvre. Alors, ce qu'ils essayent de nous expliquer dans ce papier, c'est que travail égale inflammation.
et qu'en cours de travail, il y a un équilibre subtil entre des cascades anti-inflammatoires et des cascades inflammatoires. Du côté pro-inflammatoire, un certain nombre d'interleukines, qu'on voit ici, interleukines 1, 6, 8. Je ne suis pas capable de vous donner les explications de tout le détail des mécanismes. Quoi qu'il en soit, cette étude, notamment, nous montre que les patientes qui vont développer une fièvre en cours de travail avaient des taux d'interleukine 6 qui étaient significativement plus élevés à l'admission que celles qui ne vont pas en développer. Cette autre étude qui s'intéresse à essayer d'éclaircir un peu la problématique arrive à démontrer ici qu'un anesthésique local, en l'occurrence la bupivacaïne, altère la libération d'un certain nombre de médiateurs antipyrogènes ou anti-inflammatoires. Donc on a un début d'explication qui voudrait que les anesthésiques locaux vont quelque part impacter un phénomène anti-inflammatoire qui est physiologiquement présent dans cette balance inflammation-anti-inflammation en cours de travail. Et donc cet anesthésique local, par des mécanismes multiples et un déséquilibre dans les différents médiateurs inflammatoires, par un effet notamment au niveau du métabolisme de la mitochondrie, pourrait favoriser la survenue de fièvre. Alors ce qu'on sait aussi, c'est que cette analgésie péridurale, statistiquement, est associée à plus de stratégies anti-infectieuses chez le nouveau-né, même s'il s'agit d'une fièvre inflammatoire et pas d'une fièvre infectieuse, on ne le sait pas. La patiente qui fait de la fièvre en cours de travail, elle est sceptique jusqu'à preuve du contraire. On est rarement dans la démarche de se dire c'est la péridurale, heureusement pour nous pour l'instant. Mais en pratique, ces enfants on a vu que les parturiantes reçoivent plus d'antibiotiques, mais évidemment les enfants qui naissent de ces mères fébriles bénéficient de beaucoup plus de bilan biologique et également d'administration d'antibiotiques pour les couvrir out à liquide, comme on dit. Alors, très récemment, cette revue systématique et cette méta-analyse essayent de finalement répondre à la question qui est la vraie question pertinente, c'est est-ce que la péridurale est associée à plus de fièvre, voire responsable de plus de fièvre dans l'état de la question? Oui. Est-ce qu'on s'en fout? Ou est-ce qu'on a un effet négatif au niveau des outcomes essentiellement neurologiques chez l'enfant? Et là, on sort de cette étude qu'effectivement, de cette revue systématique et méta-analyse, la péridurale est responsable d'une incidence accrue d'hyperthermie. On sait que toute cause confondue, et pas seulement l'hyperthermie liée à la péri, toute cause confondue, l'hyperthermie est associée à un risque accru de complications neurologiques, quelle qu'en soit la définition qu'on en donne, mais que par contre, l'association stricte hyperthermie liée à la péri et outcome neurologique altéré n'est absolument pas démontrée au jour d'aujourd'hui. Alors, question 1 posée dans cette étude, est-ce que la péri est associée à plus de fièvre? Si on prend les essais randomisés plus les études observationnelles, l'odds ratio est à 5. Si on ne prend que les essais randomisés, on enlève les études observationnelles, l'odds ratio est toujours à 4. La question, est-ce que la fièvre, toute cause confondue, et pas la fièvre simplement potentiellement inflammatoire de la péridurale, est associée à des complications neurologiques? Oui, l'odds ratio est à 2,5. Par contre, dans cette revue systématique et dans cette méta-analyse, est-ce que la fièvre strictement liée à la péri est responsable d'effets neurologiques négatifs? On n'a pas d'argument à l'heure actuelle pour pouvoir répondre à cette question. C'est embêtant parce que ça laisse une question sans réponse. Heureusement, on a quand même un certain nombre d'éléments rassurants, notamment cette étude suédoise. C'est un registre national sur 10 ans, 300 000 naissances dans un pays où il y a 44% de péridurale. De nouveau, de cette étude de cohorte rétrospective, on voit que la fièvre, toute cause confondue, impacte de façon négative le score d'Apgar, est responsable de plus d'encéphalopathie, quelle que soit la définition qu'on utilise. Par contre, on ne retrouve pas d'association et de causalité entre péridurale et encéphalopathie. Alors c'est du rétrospectif, c'est une étude de cohorte, mais au moins on a ça comme argument pour se dire les patientes qui font de la fièvre ont significativement éventuellement des outcomes péjoratifs, mais par contre les patientes qui ont une péridurale n'ont pas ces outcomes négatifs, et donc on peut commencer à dissocier éventuellement ce qui est lié
aux fièvres infectieuses par rapport à ce qui serait des hyperthermies strictement inflammatoires. Le problème, c'est qu'on n'a pas la capacité de faire ce diagnostic différentiel en cours du travail. Alors, je vais essayer de faire vite sur le dernier sujet. Vous avez ou pas entendu parler de ce type de littérature subversive qui voudrait que la péridurale soit responsable de l'autisme, qui, dans cette assemblée, pense que la péridurale est vectrice de plus d'autisme. N'hésitez pas, hein, on est là pour faire de la controverse, donc on est là pour s'amuser. Ah, quelqu'un, oui, derrière toi Estelle, frappe là. Donc, ça ne sort pas de nulle part. Hein. Il y a un papier qui sort dans le JAMA pédiatrique en 2020, 150 000 patientes. C'est évidemment, c'est pas du tout randomisé, c'est étude de cohorte, péridurale, pas de péridurale, survenue d'un trouble du spectre autistique. L'odds ratio est à 1,37, ce qui veut dire qu'il y a 37% de risque supplémentaire de développer un problème d'autisme lorsqu'on a bénéficié d'une analgésie péridurale. De nouveau, on y revient avec la même question, association n'est pas causalité, et que de nouveau, dans ce type d'études rétrospectives sur des cohortes, il peut y avoir des tas de facteurs confondants et de biais. Donc ils se font allumer par un certain nombre de courriers à la rédaction, et un certain nombre de sociétés savantes, dont Caro Estelle en tête, signent des éditoriaux pour dire les patientes ont droit à de la vraie information par rapport à la péridurale et l'autisme. Les Américains parlent d'une seule voix, Société d'anesthésie obstétricale, Société d'anesthésie pédiatrique, l'American College et la Société de médecine materno-fétale nous disent la péridurale ne cause pas d'autisme. Les Anglais nous disent exactement la même chose. Et on a de nouveau ici une étude en population de plus de 700 000 patientes au Danemark qui nous dit qu'il n'y a pas d'association et de causalité entre péridurale et autisme. Alors ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'il revoit la cohorte dans son ensemble de façon globale et puis il s'intéresse aux fratries. Ce qui permet dans les fratries d'éliminer un certain nombre de facteurs génétiques, de facteurs environnementaux, éducationnels, etc., qui sont évidemment des tas de biais dans la manière de faire des liens entre péridurale et autisme. Et donc c'est très intéressant parce que si on s'intéresse à la cohorte dans son entièreté, on retrouve à mon corps défendant un hazard ratio ajusté à 1,11, qui est statistiquement significatif. Mais si on ne s'intéresse plus qu'à l'analyse des fratries, et on a quand même à peu près 1 millier d'enfants qui sont répartis entre péri et pas péri, là on n'a plus de différence significative. Donc ça permet d'éliminer sur ce sous-groupe les facteurs génétiques, environnementaux, éducationnels, en tout cas dans leur grande majorité. Cette étude est corroborée ou corrobore 3 autres études en population de bonne qualité. Et donc les conclusions des auteurs de cette revue publiée récemment sur la question concluent qu'il n'y a pas d'évidence pour dire que la péridurale serait associée ou responsable à la survenue de plus d'autisme. Donc pour conclure, la péridurale n'est pas responsable de plus de césarienne, la péridurale du XXIe siècle ne doit pas être responsable de plus d'extraction instrumentale, n'impacte pas l'allaitement, n'impacte pas de façon négative les outcomes neurologiques et n'est pas responsable de plus d'autisme, donc je la déclare non coupable et on va continuer à en faire du mieux possible. Merci. Bon, en 8 minutes. En tout cas, ça montre bien que la péridurale est sujette à controverse, que c'est toujours... Ah oui, ça repart au début, ok. Qu'il faut se défendre, analyser la littérature, analyser correctement, comparer ce qui est comparable, suite au... Désolé, hein, je passe très vite parce que j'ai pas d'autre mode de... Et qu'il y a quand même des évolutions des techniques, alors sur des échelles de 10, 20, 30 ans, mais le temps qu'elles s'implémentent dans les centres dans lesquels on travaille, ça rend l'interprétation des études un peu hâtive. Et toutes les controverses dont Pierre-Yves a fait état
le lien péridural, enfin déclenchement, donc péridural, donc synto, donc césarienne, donc extraction instrumentale, c'est ce qui fait l'objet de pas mal de controverses. Rapidement, complications neurologiques. Le traitement de première intention d'une brèche associée antalgique et décubitus dorsal, vrai ou faux? Alors en toute première intention, on peut tenter un peu les antalgiques, le temps que ça passe. Une imagerie nécessaire avant la réalisation d'un blood patch. Alors avant un deuxième, un troisième, là il faut impérativement, quand c'est un peu douteux, au moins faire une imagerie. Et la péridurale est la principale cause de déficit neurologique périphérique, enfin la cause majoritaire. Largement minoritaire. Bon, là, on n'a pas le temps, donc je vais pas. Mais c'était pour rappeler que la brèche, son histoire naturelle, quand même, c'est de se résoudre. L'intérêt du blood patch, pour faire très court, c'est de raccourcir cette durée des douleurs avec des critères diagnostiques assez clairs. Le taux est entre 1 et 2%, enfin autour de 1% de brèche accidentelle, pas toujours constatée. Et même quand une brèche est constatée, enfin toute brèche confondue, on n'a que 60 ou 70% de céphalées consécutives à cette brèche. Le risque, quand même, c'est la chronicisation. On a tous entendu parler un peu d'histoire de ça, enfin plus les anesthésistes que les obstétriciens, mais de patients, toutes patients hors obstétrique d'ailleurs, qui viennent tous les ans faire leur petit blood patch. Il y a quand même un risque d'hématome sous-dural, une brèche qui est méprisée, en tout cas non traitée correctement, ou en tout cas prise pour un autre diagnostic, peut conduire à un décollement des méninges et un hématome sous-dural. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est le diagnostic différentiel. Alors des red flags, ça c'est une petite liste, mais en gros, dès que la symptomatologie est atypique, imagerie. Je fais très schématique parce qu'on n'a pas le temps, mais vous connaissez, comme nous, tous les diagnostics différentiels, prééclampsie sévère, thrombose, thrombophlébite cérébrale, encéphalopathie postérieure réversible, d'autres syndromes qu'on voit quand même de temps en temps, comme le VCRP, c'est le dernier qui porte d'autres noms également. Et souvent, c'est atypique. Et donc là, on rechignera, on fera des antalgiques d'attente, on fera une imagerie et après on réalisera le blood patch. Le traitement de référence étant bien entendu donc le blood patch. Ce qui est inefficace, c'est l'alitement, c'est l'hyperhydratation, c'est la caféine. Il y a eu des tentatives, la CTH, donc le synactène, qui finalement serait plutôt inefficace. Le bloc sphénopalatin, il y a des études, ça peut permettre de passer un cap éventuellement pour celles qui vont se résoudre spontanément. C'est utilisé dans les céphalées chroniques historiquement, c'est un coton-tige avec des anesthésiques locaux au fond du nez. Et alors maintenant, en plus avec le Covid, ça fait plus peur à personne. Donc il faut juste le tremper un petit peu dans l'axillo avant. Bon, il y a des petites recettes, il y a des tutos sur internet. Enfin, si vous avez mal à la tête chez vous, vous pouvez tester. Voilà, mais bon, c'est plutôt un traitement d'attente. Tous les autres traitements sont des traitements d'attente. Même la caféine, parfois on ne va pas contrarier les patientes qui veulent prendre du coca ou un peu de café, il ne faut pas en prendre trop non plus. Et c'est parfois pour sursoir 12-24 heures au blood patch quand la symptomatologie est un peu fruste. Le risque infectieux, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, c'est essentiellement après les péridurales pour l'abcès, et c'est souvent des circonstances, des défauts d'asepsie, c'est pas tant les problèmes de fièvre, les problèmes de bactériémie. Dans le cas de l'abcès, un cathéter qu'on laisse plusieurs jours en place, c'est peut-être aussi parfois pour ça qu'on est réticent des patientes, on dit c'est peut-être un faux travail, je suis pas sûr, je fais la version et après elle va être accouchée dans 2 jours. C'est quand même pourvoyeur d'abcès, parce qu'on a beau prendre toutes les précautions du monde, faire un pansement dans tous les sens, ça reste une porte d'entrée. Et inversement, les méningites, c'est souvent des problèmes d'asepsie au moment de la pause, l'absence de port de masque. Bon, malheureusement, on le voit et je l'ai vu, et c'est plutôt après les rachis. Mais encore une fois, les incidences mettent peu en cause les circonstances obstétricales dans les registres. Et les complications neurologiques, très rapidement, il y avait une revue dans Anesthénage en 2015 très exhaustive sur tous les types de complications. Ça fait au moins une dizaine de pages dans mon souvenir, un peu plus. Pour résumer, c'est principalement des causes obstétricales. On est systématiquement appelé, même quand c'est le releveur du pied unilatéral. Alors d'un point de vue médico-légal, on encourage soit nos internes quand on a des internes, soit nous-mêmes à quand même aller faire un examen neurologique, mais la plupart du temps, c'est la position prolongée, un travail long sur les étriers, un point de compression, parfois favorisé par des péridurales trop lourdes, d'où l'intérêt d'avoir des péridurales light, low dose, parce qu'effectivement, on ne va pas forcément sentir un point de compression prolongé. Et la sanction, c'est un avis neurologique,
pour bétonner un peu les choses aussi. Ils font parfois des EMG, enfin c'est eux qui vont préconiser des examens complémentaires, mais il ne faut pas non plus les négliger. Il peut y avoir, moi j'ai déjà vu une fois un dossier, une patiente est venue en consultation d'anesthésie avec ses 40 pages d'expertise pour un déficit unilatéral qui avait été considéré comme de cause anesthésique. C'est-à-dire que les experts, donc elle ne voulait pas de péridurale, bon moi je ne cherchais pas à lui en poser à tout prix, hein. Surtout vu la patiente qui vient en consultation avec son dossier sans qu'on ait rien demandé. Et en relisant, j'étais assez surpris, mais ils avaient dit, dans le doute, il y a des cas décrits avec la toxicité des anesthésiques locaux. Il n'y avait vraiment aucune raison, hein, c'était unilatéral. Bon, elle est tombée sur des experts sympas pour elle, moins sympas pour l'anesthésiste ou pour son assurance. Donc d'un point de vue médico-légal, on les examine conjointement. Voilà. Et on les surveille et on les informe. Enfin, c'est tout la traçabilité et l'information comme d'habitude. Les erreurs médicamenteuses, pour vous sensibiliser, parce que vous allez sûrement le rencontrer, il y a une nouvelle, alors pas si nouvelle, hein, norme, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. Donc la norme habituelle, les seringues habituelles, c'est les seringues LER, qui datent quand même milieu du 19e. Et donc là, c'est une norme non LER, donc on va avoir LER et non LER, qui ne seront pas encastrables l'un avec l'autre. Et donc pour sécuriser l'administration des médicaments, ce n'est pas uniquement pour l'anesthésie régionale, c'est aussi pour c'est déjà pour les nutritions entérales, par exemple, pour éviter qu'on visse par erreur un soluté intraveineux sur une sonde gastrique, sur une péridurale. Et ça marche dans les deux sens, puisqu'on peut avoir des lésions neurologiques quand on a une solution prévue pour l'IV, genre du paracétamol branché en péridurale. Et alors, je vous ai pas fait la revue de la littérature, mais il y a des centaines de choses qui ont été testées accidentellement. Malheureusement, parfois, ça peut conduire jusqu'au décès, hein, des lésions neurologiques, voire au décès, sur l'acide tranexamique single dose en péridurale, décès. Et inversement, toxicité systémique aux anesthésiques locaux, là, c'est que le pochon de péridurale, à 4 heures du matin, il n'est pas branché sur la tubulure, mais il est branché sur la voie intraveineuse. Et là, on a des signes de toxicité plus ou moins sévères. C'est pour ça qu'à la fois, il y a la norme LER, mais ça ne dispense pas de mettre des étiquettes. Et des deux côtés, il n'y a pas que les anesthésistes qui doivent mettre leurs belles étiquettes jaunes, il y a aussi les sages-femmes, les infirmières, qui doivent mettre les étiquettes correspondant au traitement IV. Et on a tous vu dans les HPP, hein, il y a 15 pochons, c'est un arbre de Noël. Hein. Il y a l'augmentin, l'hexacil, le synto, et il y en a partout, et il n'y a rien d'écrit ou alors au marqueur qui s'efface. Bon, quiz, on n'a vraiment pas le temps. C'était pour rappeler que on a un taux de péridurale qui est sans cesse grandissant. Dernière enquête périnatale, on est à 83% de péridurale pour le travail. Et là, c'est une courbe qui parle depuis les années 80. Donc là, on était à peu près au niveau de l'Angleterre en 2022. Et très rapidement, on a atteint des taux autour de 70-80%. Et une satisfaction, alors ça, c'est pas forcément lisible pour vous, mais satisfaction quant aux méthodes utilisées pour soulager. Si on additionne très satisfaite et satisfaite, on est à 90% de satisfaction, toutes méthodes confondues, même non régionales. Sauf qu'on a aussi quand même des taux de douleur lors de l'expulsion, et c'est ce qui nous a frappé quand on a vu ce rapport de l'enquête périnatale, et donc c'est la colonne de droite, des taux de 30 à 40% de douleur considérées comme intenses, donc 7 à 10 de VA, au moment de l'expulsion. Alors, avec péridurale, voie basse spontanée, on est plutôt à 30, sans péridurale à 40%, et voie basse instrumentale, péridurale ou pas de péridurale, le taux est le même autour de 30%. Donc ça nous fait nous interroger et essayer de nous améliorer aussi sur les modes d'administration. Il y a parfois des idées reçues sur le fait que vous allez bientôt être à complète, donc ne faites pas de bolus, n'appuyez pas. Or, on a quand même des solutions maintenant qui sont diluées avec des adjuvants. Pierre-Yves en a bien parlé. Donc se retenir ou arrêter la pompe 1 heure avant, c'est peut-être bon. Il faut qu'on fasse des études, qu'on essaie de voir pourquoi, mais ça nous fait beaucoup nous interroger parce qu'elles sont satisfaites tout le long du travail. Elles sont quand même satisfaites après, parce que vous avez vu, il y a 90% de satisfaction alors qu'on a 30% de douleur considérée comme insupportable. Mais conclure, je pense. Ça nous fait nous interroger. Bon, il y a des guidelines pour les imperfections, ça c'est dans chaque centre, c'est dans les recommandations, et on va sûrement faire des recommandations au Carosphare sur le sujet. Le grand sujet des douleurs, en gros, meilleure sera la péri, moins on aura de césarienne à vif. On a également élaboré des recommandations avec le CNGOF et la SFAR.
Et pour conclure, juste conclure, dernière diapo, c'était sur quand même le taux d'insatisfaction, ça qu'on pourrait se réjouir qu'on a un taux très important de péridurale en France, mais dans ce contexte de, alors, notamment violence obstétricale, et on pourrait discuter du terme, il y a de plus en plus de papiers, d'études sociologiques sérieuses financées par l'ANR, financées par des grandes universités, qui rapportent, alors c'est probablement une minorité de patientes, mais une minorité relativement bruyante aussi, alors parfois à juste titre, mais donc avoir des taux, des chiffres bruts ne suffit pas, il faut qu'on s'interroge sur la façon de présenter les choses, indépendamment de la discussion sur le terme de violence, qui n'est pas forcément adapté et qui est récusé, c'est de savoir poser les indications. Alors tout à l'heure, on a beaucoup parlé des indications d'analgésie péridurale, c'est de savoir le proposer, de savoir moduler le risque, et de ne pas forcément présenter le risque comme étant un risque vital, un risque à tout prix. Et c'est vraiment d'accepter que la perception du risque ne soit pas la même pour la parturiente et pour nous. On a beaucoup travaillé, obstétriciens, enfin équipe obstétricale, sage-femme incluse, et anesthésiste sur le risque. Et à force de travailler sur le risque, on a probablement un discours, et moi je me suis reconnu en lisant certains témoignages d'études de sociaux, disant « Vous voulez pas la péridurale, tant pis pour vous, vous savez pas ce que vous risquez ». Enfin, j'ai fait très, très, très schématique, mais on a parfois pas une asepsie et une bienveillance dans les termes qu'on utilise. Donc pour nous, c'est clair, c'est blanc, c'est noir, c'est indication, contre-indication. Il faut probablement qu'on module le risque pour nous d'utérus cicate, d'HPP. Voilà, moi je vous présente le risque, mais vous pouvez accepter ou refuser en toute autonomie la notion de refus éclairé, la notion de forcer de façon explicite ou implicite, qui revient souvent dans les textes. Et toutes les méthodes non pharmacologiques peuvent être complémentaires. Il y a de plus en plus d'accouchements, c'est un peu une vision dynamique de l'accouchement, mais avec les maisons de naissance, il ne faut pas qu'on aille vers les accouchements à domicile. Et donc si on peut intégrer la péridurale, commencer par une déambulation, il peut y avoir une péridurale, on peut accepter que la patiente change d'avis, que son choix évolue, du fait de l'évolution des pratiques, et de ne pas opposer le tout blanc et tout noir dans nos pratiques, parce que ce taux de péridurale va se retourner contre nous. Extrêmement rapide, pour qu'on n'ait plus trop cette vision, et plutôt celle-là. Estelle, tu voulais parler de l'enquête des soins obstétricaux ? Vous pouvez flash coder. Merci, désolé, si vous avez des questions, on est ouvert aux questions là dehors.